Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Bonjour à tous. Donc Jacques Miard, vous êtes maire de Maisons-Laffitte depuis 1989, député UMP depuis 1993. On peut vous considérer comme souverainiste. Vous faites partie depuis juillet 2010 d'un collectif de la droite populaire qui prône notamment une plus grande fermeté sur les questions de sécurité et d'immigration. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment La laïcité au cœur de la République, ou La France et la guerre de l'information. Vous êtes également un intervenant régulier du livre journal des pionniers de la radio libre sur Radio Courtoisie. Et vous revenez aujourd'hui, en fait en 2014, avec un nouvel ouvrage, La Nation ou le chaos, publié chez l'Harmattan. C'est sous-titré Manifeste pour le renouveau. Donc vous faites un certain nombre de propositions dans ce livre sur divers champs d'application. C'est assez large, vous couvrez à peu près tout, économie, sciences politiques, politique extérieure, etc. Mais tout d'abord, avant d'attaquer le vif du sujet de votre ouvrage... Le voici, l'ouvrage. Voilà. Je le montre. Tout à fait, vous faites bien. Je voudrais, avant d'attaquer donc le fond de votre livre, revenir très rapidement sur l'actualité parce qu'elle est quand même assez brûlante, et notamment sur l'affaire Charlie Hebdo, parce que vous avez pris part à la marche républicaine. Et je voulais vous poser la question, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de prendre part à une marche républicaine contre le terrorisme aux côtés de personnes, de certains dirigeants qui eux-mêmes pourraient être qualifiés de terroristes ou de pratiquer une certaine forme de terrorisme d'État. On peut penser quand même à Poroshenko et Netanyahou. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque le général de Gaulle, le 10 juin 1940, lance son appel, il n'a pas demandé aux gens d'où ils venaient. Il y avait des royalistes, il y avait des anarchistes, il y avait des officiers, il y avait tout le monde, et là on ne regarde pas. Ce qui s'est passé, parce que le problème n'est pas de savoir si on est Charlie. Bon, il y a un problème de liberté d'expression, il y a aussi peut-être aussi un peu de provoque chez Charlie, mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est en cause là, c'est que la France est en train enfin de regarder les réalités en face et de constater qu'elle est face à des djihadistes, il faut les appeler des djihadistes, salafistes mais djihadistes, qui veulent nous faire la peau. Donc on fait bloc, c'est clair, net et précis. Donc à ce titre, il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre asymétrique. On est dans une guerre du terroriste, djihadiste, face au repu, à l'indolent, qui vit dans une civilisation légèrement, je dirais, avachie. Bon. Et donc, cette guerre asymétrique, il faut la mener. Il va y avoir de la casse. Donc, qu'il y ait autour, à ce moment-là, un certain nombre de gens qui viennent d'horizons différentes, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être qu'il y avait des chefs d'État avec lesquels je suis en total désaccord. Il est clair qu'il va falloir régler le problème de la crise israélo-palestinienne, qui est un substrat à, je dirais, des frustrations. Mais dans ce cas précis, moi j'y ai vu le peuple français, au-delà de ces différences. Et je peux vous dire de ce côté-là, moi je vais vous dire, je suis en désaccord, y compris parfois avec mes propres amis, sur un certain nombre de sujets de politique étrangère. Mais en l'occurrence, c'était le peuple français qui était dans la rue. Oui. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, ça a été un très moment, je dirais, c'était un moment de très forte unité nationale, qui ne durera pas, et qui ne fait pas passer je dirais, les différences que nous pouvons avoir entre nous. Mais il faut reconnaître que là, il y a eu un sursaut. Ce sursaut, vous ne pouvez pas l'ignorer, ce sursaut, vous devez le respecter, et ce sursaut, vous devez le prendre en compte, car c'est une force. Alors le sursaut dont vous parlez, on parle d'environ 6 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a 60 millions de Français au bas mot qui n'ont pas été manifestés. Non, mais attendez, c'est pas comme ça. Quand vous avez 1 million de personnes dans la rue, 6 millions de personnes dans la rue, c'est un mouvement de fond. C'est pas parce que vous ne serez pas allé, là, premièrement, vous ne pouvez pas passer. Moi, j'ai eu même beaucoup de difficultés, tout en étant député, à passer les barrages. Donc pour vous, c'est une vraie victoire, même si elle était non, mais c'est pas, extrêmement médiatisée. N'analysez pas ça en victoire. Analysez ça... Pour la République, je veux dire. Mais pour la nation. La République étant une forme d'organisation, c'est la nation qui s'est levée. Il y a des moments où effectivement ce peuple, n'est-ce pas, dit ras-le-bol, et on descend dans la rue. Vous savez, au moment de l'affaire du mariage pour tous, il y a eu aussi des millions de personnes dans la rue, mais le gouvernement malheureusement n'en a pas tenu compte. Donc il y a des moments forts.
Cette fois-ci, c'était encore plus fort, donc vous devez respecter ce sursaut national et même vous en féliciter. D'accord, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi rappeler qu'à un moment donné, ces fameux djihadistes, il faut savoir que quand même, ce sont nous qui les armons depuis notamment 2011 en Syrie. Donc mes chers amis, on peut battre notre coupe sur un certain nombre de fautes, notamment en matière de politique étrangère. Est-ce que ça n'aurait pas été bon de le rappeler à ce moment-là? Parce que là, tout le monde était dans l'émotion et finalement, on a l'impression que personne n'a réfléchi. Alors, vous l'avez dit, dans l'émotion, il y a des moments d'émotion, il y a des moments de force qui montent comme ça. Et là, vous n'êtes plus dans le moment, je dirais, presque du rationnel. Vous êtes dans le rationnel vis-à-vis de l'attaque, mais ensuite, il faut analyser. Et le problème est de savoir aujourd'hui, maintenant, si vous voulez poser la question de la politique étrangère de la France... On y reviendra après. Oui, il faut la poser. Parce que nous avons fait, collectivement, des fautes. Mais ça ne veut pas dire, moi, je sais que sur l'affaire de la Syrie, je réclame une révision. Monsieur Bachar, pour faire net, n'est certainement pas le poussin du jour. On s'est compris. Mais... il faut regarder où on va. Bien sûr. Voilà. D'accord. Merci. Et deuxième point d'actualité brûlant, alors là, c'est Syriza en Grèce. Parce que c'est aussi la divine surprise, là. Hein. C'est un peu la divine surprise, parce qu'on pouvait quand même s'y attendre au bout d'un moment que le peuple grec finisse par voter autre chose que des gens qui les mettent dans le mur. Fin de l'austérité, rapprochement de la Russie, comment vous voyez ça? Je vais vous dire une chose. Alors, je vais continuer sur la première partie qui est le salafiste djihadiste qui veut nous faire la peau. Eh bien, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Aujourd'hui, la Russie n'est pas notre ennemi. Et il faut cesser de la montrer du doigt et, je dirais, de monter en puissance des sanctions. C'est une crise régionale qui a de multiples causes. Les Russes ne sont pas non plus les poussins du jour. Pas me raconter des histoires. Quand des diplomates que j'appelle toujours soviétiques me disent « mais nous n'avons envoyé aucun soldat, il y a des volontaires, comme vous avez des volontaires en Syrie », j'ai dit « faut pas pousser le bouchon un peu loin, on sait très bien que vous êtes en soutien logistique, je dirais, des insurgés contre Kiev. Mais Kiev a fait des fautes. » Lorsqu'on supprime l'enseignement du russe en Ukraine, c'est bien évidemment une faute. Et lorsque l'on laisse sur la place publique à Kiev des gens qui sont quasiment pro-nazis, c'est inacceptable pour Moscou. Donc la Russie n'est pas notre ennemi, et notamment dans la lutte contre le djihadisme, elle est notre allié. Notre allié dans tous les sens du terme. Donc il ne faut pas se tromper et il ne faut pas faire monter par des sanctions. On sait quand ça commence, les sanctions, on ne sait jamais quand ça se termine. Donc il ne faut pas se tromper. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant au Proche-Orient? Vous ne réglerez pas la question syrienne sans effectivement l'appui de la Russie. Elle n'est pas mariée avec Bachar, mais elle sait qu'après Bachar, ça peut être pire. Donc il y a un moment, il faut savoir serrer les problèmes et diviser pour régner, comme auraient dit les Anglais. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez maintenant sur l'affaire grecque, ça fait des années et des années que je dénonce un système qui va nous envoyer dans le mur. Bon. J'ai fait mon premier rapport sur l'échec. Vous parlez de l'austérité? Je parle de l'austérité et de l'échec de la monnaie unique. Parce que tout ça a des causes. Le problème, c'est que pour faire clair, nous sommes dans une monnaie unique. Très bien. La monnaie unique calée de manière artificielle sur des économies divergentes, pour subsister, il n'y a pas 36 solutions. C'est ce qu'on appelle l'union de transfert. C'est-à-dire que les riches payent pour les pauvres, de telle manière qu'ils les maintiennent, de la même manière que Paris paye pour la Corrèze ou la Creuse, de même manière que la Tchécoslovaquie, la Tchéquie payait pour la Slovaquie, transférait chaque année 35% de son produit intérieur brut. Puis il y a un moment, ça a cassé. Eh bien, l'Allemagne a dit « je ne payerai pas ». Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses comptes. Pour maintenir le système de la monnaie unique avec des gens qui sont d'une part des marchands de canons, l'Allemagne, d'autre part des marchands d'olives, qui est la Grèce, voire même la France, eh bien, il faut que l'Allemagne transfère entre 8 et 12 points de son produit intérieur brut chaque année. Ce qui est rigoureusement impossible. Elle a déjà renfloué la RDA, ça lui a coûté 4 points de PIB chaque année pendant 20 ans et c'est pas terminé. Donc elle a dit, je ne payerai pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé, je dirais, la restriction budgétaire en interne et elle a serré les boulons. C'est ce que j'appelle la purge à la Laval. Bon, c'est plus le Laval de 35, maintenant c'est le Laval de 42-43, qui dit l'Allemagne, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Et donc, c'est simple. À partir du moment où l'Allemagne dit « je ne payerai pas », eh bien c'est la purge.
mais ça ne va pas durer la vie des rats. D'où, bien sûr, la désespérance de ce peuple. Je rappelle que la Grèce a perdu 25% de son PIB ces dernières années, qu'elle a perdu en moyenne pour chaque Grec 40% de ses revenus, et avec, je dirais, des choses qui sont abominables en matière de santé et autres, sans parler du chômage. Il faut savoir qu'au Portugal, en Espagne, voire même en Italie et en Grèce, le chômage des 15-24 ans, c'est pratiquement 50% de la population. Donc c'est inacceptable. Donc il ne faut pas vous étonner qu'à un moment, il y a un rejet. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais, moi, vous savez, non. Là, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. On n'en est pas là. Je suis désolé. C'est objectivement incontournable. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque vous m'interrogez là-dessus? Alors, c'est assez simple. De deux choses l'une. Où l'Allemagne dit, bon d'accord, on lâche et on paye pendant un certain temps. Il lâche, dans 10 mois, 1 an, la Grèce sera revenue à la case départ. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de compétitivité. La faute est de croire que c'est une crise budgétaire alors que c'est en réalité une crise de compétitivité. On confond les causes et les conséquences. C'est dramatique. Donc, à mon avis, ça ne se passera pas, parce qu'il faut savoir aussi que Mme Merkel est en faiblesse. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle n'est pas forte dans son pays. Elle est en faiblesse parce que son opinion publique dit on ne veut pas payer. Vous avez des gens qui risquent de la traîner devant la Cour de justice, devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, et qui peuvent gagner parce qu'il est très clairement dit que dans les traités, ce n'est pas aux États et à l'Union européenne de renflouer les États. Donc il y a un vrai problème. D'ailleurs, l'arrêt de la Cour n'est pas sorti encore, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle Karlsruhe a saisi l'Union européenne, que l'avocat général a dit c'est compatible si, mais on n'a pas encore l'arrêt de la Cour. Et de toute façon, la Cour de Karlsruhe suivra ou ne suivra pas l'arrêt de la Cour de justice. Donc, de ce côté-là, elle est en faiblesse parce qu'elle est coincée. Elle est coincée d'une part avec son opinion publique qui dit on ne veut pas payer, et d'autre part avec des juristes qui vont dire attention, il y a la Constitution allemande, rien que la Constitution allemande. Donc, on risque d'aboutir à une situation où effectivement l'alternative est la suivante. C'est la Grèce qui sort, elle a une forte dévaluation, elle est en défaut, la communauté internationale, qu'on le veuille ou non, viendra en aide parce qu'on ne laisse pas tomber un État comme ça. Donc ça veut dire qu'on va payer la dette de la Grèce. Un instant. De la Grèce. Où c'est, mais par des rééchelonnements, voilà, où c'est effectivement l'Allemagne qui sort. Et à ce moment-là, je ne donne pas cher, de toute façon, dans les deux cas de figure, de la zone euro, qui est malade structurellement ab initio. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et effectivement, vous l'avez dit, vous, dès 1995, vous disiez déjà, l'euro ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit, vous l'avez très et bien je expliqué, me suis heurté, amicalement, mais heurté, à, je dirais, des amis politiques avec lesquels je suis d'accord sur d'autres sujets, mais pas sur ce point. Vous savez, je vais vous dire, ce qui est le drame de l'Europe, c'est l'esprit de système. On construit un monde, et il faut que la réalité humaine et économique entre. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, je peux vous dire, un jour j'ai dit à Jean-Claude Trichet, parce que j'ai travaillé avec Jean-Claude Trichet comme conseiller juridique, j'ai dit à Jean-Claude Trichet, ta monnaie unique, Jean-Claude, elle est parfaite pour un homme, pour un monde parfait qui n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut du pragmatisme. Moi, j'admire par exemple les Américains qui, en matière économique, je suis fondamentalement en désaccord avec certaines de leurs politiques, mais en matière économique, ce sont des pragmatiques. Benin Diglek, comment ont-ils effacé la dette, les Américains, qui était de 130 à 140% du PIB en 1945 par la dette de guerre qu'ils avaient contractée? Ils ont laissé filer l'inflation. Il n'y a pas 36 solutions. Alors quand on parle de ça, mon Dieu, mais c'est la seule solution. Parce que sinon, il n'y a pas la chose pire que l'inflation, c'est la déflation, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ça ne peut pas marcher, et je pense qu'aujourd'hui, on risque d'aller dans le mur. J'ajoute une chose, et ça c'est très important à dire, parce que ça a été vu de peu d'observateurs. Vous savez que dernièrement, c'était aux alentours du 15 janvier ou du 16 janvier, je ne sais plus, 2015, M. Draghi a annoncé qu'il allait ouvrir les vannes et faire de ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif. La planche à billets, pour parler simplement. C'est la planche à billets, c'est-à-dire
on rachète sur le marché secondaire des bons d'État ou des actifs privés. 60 milliards par mois pendant 18 mois. Certes. À partir de quand? À partir d'avril. Ah oui. Voilà. Pourquoi? Mars-avril. Parce qu'il attend l'arrêt de la Cour. Premier point. Deuxième point, et ça a échappé à beaucoup de monde, mais il faut lire effectivement le communiqué de presse, il dit « Je prendrai pour 12% des bons, c'est-à-dire des obligations qui viennent des institutions européennes, à savoir la BEI, la Banque européenne d'investissement. » Peine perdue parce qu'il y a déjà une garantie de tous les États là-dessus. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est déjà garanti globalement, j'allais dire, au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. Il dit ensuite, je prendrai 8% de dette, effectivement, des banques et des obligations privées, mais en mettant des critères très précis où il écarte les obligations grecques. Et enfin, il dit, pour les 80 restants, ce seront les banques centrales nationales qui prendront dans leur bilan et créeront de la monnaie directement. En gros, il est déjà en train de nous dire que l'euro n'existe plus. Exact. C'est ce que vous dites, avez finalement. compris. C'est ce que je dis, c'est que institutionnellement... Il n'y a pas de solidarité au niveau du continent européen. Institutionnellement, on est en train de démonter la zone euro. C'est le premier pas, sur le plan institutionnel. Sur le plan... Alors ensuite, bien sûr, c'est pas dit que ça va aller comme ça, parce qu'on pourrait toujours concevoir que les banques centrales européennes puissent ensuite collectivement redire à la Banque centrale, on les prend. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'on est en train de nationaliser les dettes, alors que normalement, l'euro, c'est une monnaie unique. Ça a été imposé par qui, ça? Sans doute par Madame Merkel. Mais vous savez par qui encore? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont dit c'est comme ça et pas autrement. Donc on voit très bien, mais sans doute certaines mauvaises langues disent que les Pays-Bas ont été le bras séculier de Berlin. Ce qui n'est pas dans le domaine monétaire, c'est un prêté pour un rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est très clair aujourd'hui qu'on est dans une phase qui est la phase de la remise en cause de l'euro. Alors comment va-t-on sortir? Parce que ça, c'est un point majeur. Vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y réponds d'avance. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, j'ai pensé pendant des années qu'il fallait en sortir de manière rationnelle et responsable. C'est-à-dire, on se met autour d'une table en disant, ben, on s'est planté. Hein. Il faut savoir qu'il y a actuellement un certain nombre de réflexions au niveau de quelques banques centrales pour savoir comment on fait. Bien, ça existe. C'est pas connu, mais des banquiers centraux qui ne sont pas bêtes savent très bien que le système... Donc il y a déjà des discussions... Il y a déjà, je peux vous dire qu'il y a déjà des discussions... Privées, hein, parce que c'est pas privées, ce que je veux dire, c'est que c'est pas médiatisé, on n'en parle pas, confidentiel, voilà. Pas, qui disent savoir comment faire. Et donc j'ai pensé que peut-être c'est peut-être une chance qu'on va démonter de manière responsable le système. Or je crains fort que ça ne se passe pas parce que c'est un credo, parce qu'il y a un blocage idéologique. Et ça nous amène, moi je trouve que... Et attendez, je vais au bout. Oui, donc ça signifie quoi? Ça signifie malheureusement qu'on risque de sortir de la zone euro par un effet de panique. Tout à fait. Et ça, c'est dramatique. Et ces gens-là portent la responsabilité de l'irresponsabilité. Je le dis comme je le pense. Et effectivement, on y reviendra dans une dernière partie, parce que j'ai quelque chose à rajouter. Mais puisque vous parlez, on a envoyé sur l'économie, alors donc vous êtes contre l'euro, vous venez de l'expliquer. Non, je ne suis pas contre l'euro, je dis simplement, ça ne marche pas. Oui, l'euro est contre la outil. Monnaie unique en Europe. L'euro, il faut être très clair, c'est pas une question... Départissez-vous de l'idéologie. Là, le problème, c'est que c'est un outil, une monnaie. Donc, c'est ce que je dis, vous êtes contre une monnaie unique pour des pays européens. Parce que ça ne peut pas marcher. Tout à fait. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pas être contre l'euro, c'est tirer les conclusions que, objectivement, ça ne fonctionne pas. Et surtout que théoriquement, on savait avant que ça ne marcherait pas. Il y avait toutes les études qui étaient faites, mais là, on était dans l'irrationnel. Qu'est-ce que je veux dire? C'était les cabris de Gaulle, l'Europe. Et avec la volonté de poser euro égale Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Et euro égale Europe, ben, ça ne fonctionne pas. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est Dante, l'Europe, c'est Schiller, l'Europe, c'est la musique, et ce sont des nations. Alors, on y reviendra dans la dernière partie de l'entretien. Sinon, au niveau de la concurrence, donc vous, ce que vous dites, en fait, c'est que finalement, on est aujourd'hui dans une concurrence totale avec les pays du monde entier, vu qu'il n'y a quasiment pas de droit de douane européen, et que ça, c'est pas tenable. Vous êtes donc pour qu'on puisse réformer les accords de Schengen, et notamment sur la libre circulation des capitaux. Alors, Schengen et les capitaux, c'est pas ça. Schengen, ce sont les personnes. Et c'est les capitaux. Les armes. Non. Les capitaux, ce sont d'autres articles dans le traité qui ont été imposés par l'Allemagne et qui sont le fait que, effectivement, la finance
non seulement vous avez la liberté de circulation des biens et des services dans l'Union européenne, mais l'Allemagne a imposé que cette liberté de circulation, ça soit le monde entier. Et donc là, on a un vrai problème. Alors, il faut reconnaître, parce que vous savez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Michel Barnier a commencé à essayer de mettre en place un certain nombre de règlements et de directives pour essayer de contrôler un certain nombre, je dirais, d'opérations spéculatives en matière financière. Et donc, il s'est cassé les dents sur la City, hein, qui ne veut pas. Donc, il est clair qu'il faut bien voir, on a Schengen, c'est les armes, les biens et les personnes, j'y reviendrai, et vous avez ensuite la liberté de transaction financière qui est d'un autre niveau et qui est aujourd'hui mondiale, avec des disparités, ça va de soi, et de l'absence de contrôle. Vous savez, il faut que vous sachiez une chose, je vous donne 2 chiffres. Il y a 15-20 ans en arrière, on vous disait que la masse, l'équivalent de la masse monétaire mondiale, changeait de main tous les 22 à 24 jours. Aujourd'hui, quand ça marche bien, c'est le cas de le dire, vous avez l'équivalent de 15 fois le PIB en finance, même si c'est virtuel, qui change de main tous les jours. 15 fois le PIB mondial. Donc on a un véritable problème spéculatif au niveau de la planète. Il y a des nouveaux produits, et les produits dérivés, il y a surtout les nanotechnologies, les CDS, etc., qui font qu'aujourd'hui on a une masse monétaire qui est complètement décorrélée de l'activité réelle. Totalement. C'est très bien, parce que mais c'est au moins elle n'est 100 fois pas. le PIB mondial. Il faut faire attention, c'est qu'il faut certainement mettre un terme à tous les mouvements spéculatifs au niveau de la planète, et c'est là, et c'est pas simplement au niveau de l'Union européenne, hein, ça passe par Bâle, mais ça passe aussi par la volonté des Américains de mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses. Tous les pays qui sont des paradis fiscaux, qui font des transactions. Mais on peut très bien faire en sorte de le réglementer à l'échelle européenne déjà. Si vous réglementez à l'échelle européenne, ça veut dire que vous devez avoir un système de change qui fait que vous allez être protectionniste. Tout à fait. Mais il faut que ça soit dans chaque État. C'est pas demain la main, il y a 28. Hein. Tout à fait, et donc ça n'arrivera jamais, on le sait très bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous êtes cohérent dans votre logique et que vous allez jusqu'au bout, vous considérez que la France doit quitter l'Union européenne? Non. Ça, c'est une conclusion hâtive de votre part, et même, je dirais, fausse. Vous ne quitterez pas l'Union européenne en tant que telle. Donc on va rester avec tous ces accords. Un instant. Vous avez divers degrés. Vous ne prenez pas la France pour l'arrimer à Cuba. Nous sommes en Europe. Vous avez des choses qui sont... Nous sommes en Europe géographiquement. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est obligé d'être dans l'Union européenne. Vous ne pouvez pas... Il y a des choses que vous devez garder. Vous devez garder notamment la libre circulation au sein de l'Union européenne des biens et de certains services sous certaines conditions. Donc il ne s'agit pas, je vais vous dire une chose, pour comprendre ce qui s'est passé, et là, il faut pas, parce qu'il ne faut pas mentir aux Français en leur disant on va quitter l'Union européenne. Ça, c'est loufoque. Donc vous voulez la réformer? Mais bien sûr, on a besoin... Vous voulez réformer l'Union européenne? On a besoin de revenir sur les traités européens. On a besoin de coopération européenne, on n'a pas besoin d'intégrisme européen. Il faut que vous compreniez bien que ce qui s'est passé, pourquoi l'Europe a été un grand espoir pour beaucoup. Ben vous savez, c'est comme toute opération humaine, ou toute entreprise humaine et tout individu. Il y a une croissance, il y a une stagnation et on décline. Eh bien, l'Union européenne a été un formidable, je dirais, modèle de croissance de 58 pratiquement jusqu'à l'acte unique. Et après, elle s'est fossilisée. Et après, elle décline avec Maastricht et compagnie. Donc ça signifie quoi? On a ouvert les frontières, et il fallait ouvrir les frontières pour sortir de l'économie de guerre chauvine. C'est très important. Donc vous ne refermerez pas totalement les frontières, mais il faut les contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut les contrôler, bien sûr, pour Schengen, parce que confondre liberté de circulation et absence de contrôle, c'est d'une imbécilité primaire. C'est ce qui s'est passé, parce que c'est devenu des passoires, surtout pour les armes. Et ensuite, pour ce qui est des biens, vous devez rétablir un certain nombre de, je dirais, on vous parle de concurrence saine et loyale. On a organisé exactement le contraire. Donc, il y a un moment, il faut savoir mettre des tarifs, des pics tarifaires contre ceux qui font du dumping chinois, indien, dumping monétaire, dumping social, etc.
Et puis, vis-à-vis des gens qui sont la Bulgarie et autres, eh bien, il faut empêcher le travail, les travailleurs détachés, qui est un scandale. Donc ça veut dire qu'il faut réformer les traités européens. Il faut réformer totalement. Et vous savez que les traités européens, pardonnez-moi, ne se réforment uniquement à l'unanimité. Donc il faut l'accord des 28 pays membres pour réformer les traités européens. Vous êtes bien naïf, monsieur. Non. Mais non, c'est pas vrai. C'est bien comme ça. À partir du moment, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que vous pouvez toujours faire des accords intercés. Et vous savez ce que c'est que la technique de l'accord intercé? C'est-à-dire que dès lors que vous avez un groupe d'États qui dit, ben non, nous on joue plus avec ces règles et on crée d'autres règles à l'intérieur. C'est faisable. Même si mais ça ne se fait pas dans la. Mais attendez, c'est très simple. Dans la pratique, ça n'existe pas. Non, mais attendez. Ça, c'est de la théorie. Non, c'est pas de la théorie, ça existe. L'accord intercé, c'est une pratique des États. Donc c'est pas du tout une théorie. Deuxièmement, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où on tape sur la table, quand De Gaulle a fait la chaise vide à Bruxelles, il a bloqué le système. Oui, donc il y a un moment, on était 6 à l'époque et la France était le pays le plus puissant. Vous êtes réaliste ou vous êtes utopique? Je sens que vous êtes légèrement utopique. Non, je suis réaliste. Mais si. Justement, alors, c'est pour être ça que réaliste, c'est savoir qu'en Europe, il y a quelques États qui comptent et les autres qui suivent. À partir du moment où la France va dire, à condition que le Parlement, mais soit un peu. Pour l'instant, il n'est jamais arrivé, en tout cas, à faire payer l'Allemagne. Jamais. Oui, je vais vous dire, ça va vite arriver parce que ça ne peut pas continuer. C'est aussi simple que ça. Donc on peut réformer les traités européens. Et on tape du poing sur la table. On dit c'est ça, sinon on fout le camp. C'est ce que disait par exemple mon ami, je vais le citer à l'écran, il s'appelle Philippe Villain, je l'adore. Et Villain dit, comme il dit, on va voir Merkel et on dit ma petite, c'est très simple, on met tout à plat, sinon on fout le camp. Mais je vais vous dire, on met toutes les choses à plat. Vous créez le rapport de force. Et le rapport de force, c'est pas toujours du petit au puissant. C'est d'une volonté déterminée et cohérente en disant je veux cette politique. Donc ça ne se fera pas avec des partis comme le Parti Socialiste qui clairement a lui montré. Je vous vois venir. Et ça ne se fera pas non plus avec Nicolas Sarkozy qui clairement est un européiste. Alors là, je vais vous dire une chose. J'ai passé. La question, Jacques Miard, c'est vous qui êtes sur une ligne totalement différente de Nicolas Sarkozy, que ce soit sur la question monétaire, la question de la politique extérieure, la question de l'Union européenne. Comment vous faites pour rester dans l'UMP avec un Nicolas Sarkozy Comme dirait l'autre, la question, je ne l'attendais pas. Bien sûr, vous l'attendiez, mais c'est normal que je vous la pose. Bon, alors je vais vous dire, c'est très simple. Pourquoi vous ne rejoignez pas DLR? Je l'ai créé avec mon ami Dupont-Aignan, mais j'ai estimé que la démarche qu'il faisait risquait de le marginaliser et qu'il faut être efficace. Je suis dans une famille politique, j'y reste. Parce que je vais vous dire une chose. Même si elle se trompe complètement. Mais attendez. Elle se trompe sur ces points précis, mais je peux être d'accord sur 70% du reste, même si les 30% importants que vous notez... la politique extérieure et monétaire, attendez. Mais non, mais vous ne savez pas quelles sont les discussions qui se passent actuellement. Vous sautez à des effets quand même. Non, mais ne préformatez pas, je dirais, votre anticonformisme. Vous devez aussi réfléchir vous-même. Aujourd'hui, effectivement, au sein du parti qui est très divers, je vous l'accorde, de l'UMP, on commence à m'écouter. Contrairement à ce passé. Donc, vous savez, les faits sont têtus. Et de toute façon, les faits, c'est ça qui primera. Donc, moi, j'estime que j'ai plus d'influence là où je suis que si je me marginalisais. Et si vous êtes marginalisé, vous pouvez être... Vous savez, c'est le coup des royalistes qui disaient surtout pas que le drapeau blanc, pas le drapeau tricolore, et qui ont tout refusé. Ils ont disparu de l'histoire. Donc, il faut aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a des alliés partout. Il y a des gens qui sont hors ma famille politique, il y a des gens qui sont à gauche, je ne vais pas les rejoindre pour autant, mais je reste dans ma famille politique parce que je partage un certain nombre de valeurs. Maintenant, je ne mets aucune exclusive, je dirais, sur le plan du jugement à d'autres qui sont en dehors. Je ne vais jamais dire que Dupont-Aignan a tort, pas plus que d'autres, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je fais la même analyse et qu'on a même fait un bout de chemin ensemble. Donc de ce côté-là, je continue mon combat. Je le continue pour avoir de l'influence au sein de ma famille politique, même si je constate que de temps en temps, ils continuent leurs conneries. Je le dis comme je le pense. Attendez, enfin oui. Bon, après, on peut quand même noter que ça fait 20 ans que vous êtes à l'UMP, et ça fait 20 ans que la ligne de l'UMP est totalement différente de la vôtre. Donc ça veut dire que vous avez échoué depuis 20 ans à faire changer cette ligne-là. Pas du tout. J'ai semé, et j'ai semé bien davantage. Et au contraire, on voit que ça s'est empiré de Chirac à Sarkozy. Mais attendez. Donc ça a fait l'effet inverse. Ça n'a pas du tout fait l'effet inverse. C'est que de ce côté-là, je porte un message qui est de plus en plus entendu. Il faut faire très attention. Vous savez, on est dans le temps long. On n'est pas dans le temps court en claquant des doigts. L'URSS, on a mis 70 ans à s'en défaire. Là, vous mettrez encore un temps certain avant de vous défaire de cette utopie.
je vous le dis. Mais ce n'est pas en la prenant, parce que vous avez, que vous le vouliez ou non, les autres que vous critiquez, et que je peux critiquer par ailleurs, ils sont malheureusement aux manettes. Donc oui, c'est ça le problème. Et si vous sortez et que vous dites, vous êtes tous une bande de CON en douille, je m'en vais, mais que le problème, c'est que c'est l'opinion publique qu'il faut changer aussi. Et l'opinion publique, il faut l'amener petit à petit, c'est ce que je fais, à leur dire, regardons les choses, il faut changer le système avant que le système nous broie. Donc sur la politique extérieure, on en a déjà parlé. Alors non, je voudrais ajouter une chose sur la politique extérieure. Je voudrais juste faire un petit rappel quand même. Je voudrais juste rappeler quand même que vous êtes opposé à l'intervention en Irak en 2003. Oui. Sur la Palestine, vous avez récemment dit, bien sûr, il faut reconnaître la Palestine. Parce qu'il faut deux jambes au Proche-Orient. Sur deux États. Donc vous prenez globalement une politique non alignée de Washington. Non. Hein, mais non, c'est pas. Là encore, je vais vous dire. Nous avons des intérêts qui sont propres. La défense de la langue française ne comptait pas pour les Américains pour défendre le français. Un exemple, pas plus sur les Anglais d'ailleurs, ni sur les Allemands. Quand je pense qu'on veut... moi je m'étais opposé par exemple à la création de consulats franco-allemands. C'est aberrant, je veux dire, on est concurrents, etc. J'ai failli gagner d'ailleurs parce que ça a été adopté, Commission des Affaires étrangères, à une voix. Et j'étais là. Bon. Et donc, il faut bien comprendre une chose. Les Américains sont nos alliés sur un certain nombre de sujets. Lutte contre le djihadisme. Si, lutte contre le djihadisme. Bah, ils financent quand même les djihadistes. Lutte contre le djihadisme. Ils sont nos alliés aujourd'hui, le même s'ils ont fait des conneries en Arabie Saoudite, etc. Mais qui n'en a pas fait, vous le premier. Donc, ah bah non, moi j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais je suis désolé, vous êtes responsable aussi, quelque part. Mais bien sûr que si. Mais non, mais non, mais il ne faut pas jouer les spectateurs. À partir du moment où on s'engage dans la politique, on prend parti. Deuxièmement, il faut comprendre une chose, c'est que les Américains, sur certains points, sont nos concurrents. Ils nous espionnent, mais il n'y a pas que. Même des partenaires européens, on les prend parfois la main dans le sac. Est-ce que nous ne fait pas pareil? Hein? Est-ce qu'on fait pas pareil? Mais non, nous c'est bien que nous respectons le droit international. Bien. Alors, deuxièmement, les Américains, sur un certain nombre de sujets, sont nos alliés, que ça plaise ou ça déplaise. Mais ce sont nos concurrents, et c'est pas parce que ce sont nos alliés qu'on va les suivre surtout. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, je l'ai fait fortement, je me suis opposé aux Américains, lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, je les ai bloqués, et on peut le faire, c'est un problème de cohérence. Et puis sur un certain nombre de choix qu'ils ont faits, que ce soit l'Irak où ils nous ont foutu un bordel innommable, avec la complicité, il faut le savoir maintenant, parce que vous avez un certain nombre, ce que j'appelle les néoconservateurs, qui sont maintenant parfois dans la diplomatie française, que je combats. Tout à fait. Bon, notamment donc, Laurent Fabius, par exemple. Oh, je ne le mettrai pas dans les néocons. Ah non? Non. C'est ce que j'appelle les néocons, non. La manière dont il a bloqué le dossier iranien, par exemple, sur le nucléaire, il a essayé de faire échouer... Il y avait un voyage en Israël 15 jours après, vous n'avez pas compris? Bien. Oui, voilà. Bon, voilà. Mais ça, c'est bien la politique néoconservateur. Mais ça veut dire... Attendez. Ah, c'est quand même très proche. Oui, non. C'est très proche. Non, je suis désolé, c'est pas mon... Je veux dire, je ne soutiens pas ce gouvernement. Laurent Fabius n'est pas un sioniste. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais il y a un problème, c'est des atlantistes que nous avons, c'est différent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs quand François Hollande, je lui ai déjà dit d'ailleurs, quand il met ses lunettes, on dirait Guy Mollet. Vous n'avez pas vu les lunettes, vous n'avez pas les mêmes, c'est pour ça. Bon, et donc il est clair que de ce côté-là, il faut savoir, je dirais, bien analyser les choses. Vous avez un gouvernement, et François Hollande en premier, je le dis très ouvertement, qui est atlantiste. Et le PS a toujours été fortement atlantiste. Et, enfin, dans diverses composantes. Mais, comme donc, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Oui, mais Nicolas, parfois, s'en est mordu les doigts. Et pour en avoir discuté avec lui, je peux même vous livrer un jour ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, arrête de suivre les Américains. Réponse, je le sais, ils ont des pompes de 67 et ils te marchent sur les pieds. J'ai dit, t'as tout compris. Donc il y a un moment... Mais pourquoi il l'a fait quand même alors? Oui, pas sur tout, mais sur un certain nombre de sujets. Mais trop, à mon goût, beaucoup trop. Sur l'or de la Banque de France, par exemple. Quand il vend 600 tonnes d'or de la Banque de France pour acheter du bon du Trésor américain, c'est clairement soutenir le dollar contre l'or. Oui, ça s'appelle de la haute trahison quand même. Non, techniquement. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez des bonnes thèses, méfiez-vous de l'ultra. Bon, alors, que pensez-vous de cet acte alors? Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a un moment, on peut vendre de l'or comme on fait les Américains, etc. Et il y a des moments,
il y a En certaines 2009. crises, il y a en certaines crises, Un cours très bas. vous pouvez acheter des monnaies, etc. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas se planter. Alors que les banquiers centraux, parce que tout ça ne se fait pas, je dirais, parce qu'il y a une décision politique, tout ça se fait parce qu'il y a un certain nombre de technostructures qui disent c'est le moment de le faire. Et puis ils se plantent. Mais bien évidemment, c'est comme ça. C'est En pleine crise en 2009. Mais écoutez-moi bien, vous n'avez jamais vu, premièrement, le stock de la Banque de France appartient à la Banque de France, même à l'État, et que c'est la Banque de France qui le gère. Tout à fait. Bon, et donc c'est pas le pouvoir politique puisque la Banque de France est indépendante. Donc vous Ouais, avez enfin, tort ça, sur c'est ce la- point de décision. On sait Deuxièmement, Je suis pas d'accord avec vous. en matière, vous avez tort, en matière de définition de la politique monétaire, il faut être extrêmement prudent parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, même si depuis 20 ans je dis que l'euro allait se casser la figure, que c'était une monnaie inadéquate, en matière de gestion, vous avez vu les Suisses là, ils ont lâché, ils ont décidé de ne plus acheter d'euros pour faire, je dirais, maintenir le cours de l'euro au franc suisse, et puis tout d'un coup, bouf, ils arrêtent pour des raisons multiples, mais ils n'ont pas vu les conséquences qui étaient le surenchissement du franc suisse de 30%. Donc il faut être prudent et je dirais pas jouer les vertueux à longueur de temps et reprocher aux autres de ne pas faire de faute. Es hat der Mensch so lange gestrebt. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du Goethe. L'homme se trompe aussi longtemps qu'il vit. Et bien ça va aussi pour les politiques. Donc c'était une erreur, d'accord. Ouais. Oui, c'est une erreur, voilà. Mais il ne faut pas y voir toujours des complots. Ah non, non, non. Mais non, mais vous êtes toujours en train d'essayer de se dire c'est parce que, etc. On peut se Non. poser des questions quand même. Bien sûr, il faut. Quand on sait que par il exemple faut. Nicolas Sarkozy est un young leader de la French American Foundation, on peut se poser des questions. Si effectivement il n'a pas travaillé à un moment justement pour le compte des États-Unis. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous n'avez qu'à prendre toute la Commission européenne et vous verrez le nombre de gens qui ont fait des stages aux États-Unis. Voilà, c'est autre chose. Ah, je parle pas de faire du Nicolas statement, Sarkozy Mhm. a beaucoup admiré effectivement les États-Unis. C'est une sorte de, je dirais, parce que la France, il cherchait dans le modèle des États-Unis, il faut reconnaître aussi, beaucoup plus de souplesse que dans la fossilisation administrative française. Mais il y a des moments, il faut comprendre que ce n'est pas notre intérêt et que ce n'est pas le modèle français. Le modèle français, c'est un mélange à la fois d'un État fort, régalien, qui est là pour garantir la cohésion nationale, et ensuite une macroéconomie qui doit être révisée de telle manière que les entreprises puissent lutter à armes égales avec, je dirais, nos concurrents. Bon, moi, ça me paraît très clair. Alors, je voudrais parler maintenant un peu plus peut-être de la politique intérieure et notamment de ce qu'on appelle aussi le social et le sociétal, et notamment sur l'immigration. Alors, vous avez une ligne il faut arrêter très l'immigration. ferme, donc pour Oui. vous, on arrête immédiatement. Oui, non, mais ça c'est clair. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut bien comprendre. L'euro, on va s'en sortir. Comme disait ma grand-mère, plaie d'argent n'est pas jamais mortelle, même si ça va tanguer. Mais alors, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. La question des flux migratoires ne fait que commencer. Ne fait que commencer. On a une telle pression qui est en train de monter, notamment dans tout le périmètre africain, et qu'on est à 2 heures d'avion. Et vous voyez ce qui se passe en Méditerranée, ce sont des tragédies, mais malheureusement, ce n'est pas la fin. Donc, il faut vraiment avoir une politique extrêmement claire. Il faut véritablement que l'on se dise, attention, c'est un problème complexe, des États déstabilisés, des guerres, des famines, des problèmes climatiques, des frontières poreuses chez nous, de l'émotivité en permanence. Donc il faut affirmer, on n'entre pas. On fait nos enfants nous-mêmes, au passage. Hein, parce qu'il y a ça aussi, c'est un problème démographique. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour essayer de résoudre un certain nombre de conflits, c'est pas simple, et essayer de stabiliser ces États. Alors, je peux vous dire que là, on a un défi majeur qui va durer jusqu'à ce que ces pays, à un moment, vous savez, parce que la démographie, c'est la seule loi des reins en économie. On sait combien il y a de naissances, on sait quand est-ce qu'on... Et donc, tant que ces pays n'auront pas trouvé en interne ce qu'on appelle la transition démographique, chose qu'a commencé à faire la Tunisie depuis longtemps, l'Algérie également, mais le train est lancé, mais qui n'a pas fait du tout le Nigeria, l'Égypte, là, on va avoir des problèmes majeurs. Bon. Et donc, de ce côté-là, il faut être... La muraille de Chine, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment bien donner. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les moyens français, qui sont réels, mais ils ne sont pas, je dirais, incommensurables, il faut passer d'un credo multilatéral, européen par exemple,
à des actions multibilatérales et mettre tous nos moyens, renationaliser nos moyens de coopération, renationaliser nos moyens d'investissement pour essayer de stabiliser ce continent. C'est pas facile. C'est pas facile et je ne dis pas qu'on va réussir. Mais si on ne réussit pas, il y aura des chocs. Vous parlez de stabiliser ce continent, mais ça passe d'abord par arrêter de le déstabiliser, puisque d'un certain point de vue, il y a un certain chaos en Afrique qui est dû aussi à l'action des pays occidentaux, non? Alors, vous savez, je vais vous dire, ce n'est jamais bleu-blanc. Si vous prenez la crise libyenne, ce qui n'a pas été géré dans la crise libyenne, c'est de savoir où on allait après. Il y a eu une émotivité. Alors c'est vrai qu'il y avait un dictateur qui était en train de massacrer allègrement sa population à Benghazi. Là encore, il y a On n'a pas entendu les preuves. très claires. Il y a l'ambassadeur de France à Tripoli qui a démenti que Kadhafi bombardait son peuple, les allégations qui Oui, étaient... sauf que quand j'y suis passé après pour y être passé de l'avant, tous les Libyens disaient, ils décrivaient M. Kadhafi comme étant, je dirais, la Libye comme sa ferme. Hein, et donc non, c'est pas, il faut pas. Là, vous êtes en train de faire du révisionnisme. Vous êtes en train de faire du révisionnisme, mais il faut faire très attention à ça. C'est qu'il y a un moment, effectivement, sur Benghazi, il aurait massacré, parce qu'il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Ça, c'est un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce type a déquillé, etc. Donc c'est un type avec lequel, je dirais, nous Français, on a quand même été emmerdés au Tchad ou ailleurs. Il faut regarder les choses comme elles sont. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une proto-histoire avec ça. Et donc il y a un moment, simplement, ce qui a mal été apprécié dans tous les pays occidentaux, c'est qu'il a cassé l'État libyen. Ce type gouvernait effectivement la Libye à travers sa tribu. Il n'y a pas d'armée libyenne. Il n'y a pas de service public libyen. Tout était fait, quand il parlait de l'Al-Jamaïra, c'était quoi? C'est-à-dire qu'il a cassé l'État et il y a substitué, je dirais, la force clanique. Une fois que cette force clanique a été balayée, il n'y a plus rien. Et c'est là où il y a un problème. Pour m'être rendu en Libye, avoir failli sauter, puisque j'étais quelques heures avant que l'ambassade de France ne saute, j'y étais, eh bien, avoir rencontré par exemple le Premier ministre qui venait d'Allemagne d'ailleurs, et qui essayait d'insuffler, eh bien, je peux vous dire qu'on voyait déjà dans les rues toutes ces milices, parce qu'il n'y a plus d'État, parce que toutes les tribus sont remontées et se sont armées. Effectivement, parce que c'est Kadhafi qui tenait ces tribus, notamment... Non, il ne les tenait pas, il les tenait par la crainte. Il redistribuait une partie des revenus du pétrole pour qu'elles se tiennent tranquilles, justement. C'est faux. Il a effectivement... Non, il y a effectivement, par exemple, à Tripoli, vous ne payez pas l'électricité, dont acte. Mais l'argent qu'il a eu de la rente pétrolière, c'est en Afrique qu'il a payé des trucs, en construisant des mosquées. C'est là où il a mis son fric. C'est là où il a mis son fric, et c'est pas là. En interne, il a pratiquement pas fait ce qu'aurait pu faire avec une rente pétrolière, la construction de ci, la construction de ça, et donc il a essentiellement utilisé sa rente pétrolière à des actions diplomatiques ailleurs. Voilà, des mosquées, mais également des hôpitaux, des universités. Oui, mais pas en interne, pas tellement en interne. Même si le Libyen moyen ne paye pas son électricité, il n'y a pas, je veux dire, on ne connaît pas, il n'y a pas de compteur, enfin voilà. Il a quand même plus investi en interne que l'Arabie Saoudite quand même. Écoutez, je ne vais pas juger de l'Arabie Saoudite parce qu'elle a joué la duplicité depuis un certain temps. Donc moi je sais que de ce côté-là, il va falloir qu'on révise notre politique avec un bémol, c'est que c'est elle qui nous achète des armes, vous avez compris? Mais je parlais des pétrodollars, parce que les pétrodollars entre le Qatar, qui a joué la duplicité, n'en déplaise à certains... Qui sont nos alliés. Hein. Paraît-il. Pas surtout. Et deuxièmement, l'Arabie Saoudite, c'est là où il y a problème. Et même les Turcs. Alors, vous avez utilisé le terme assez fort de révisionnisme à propos de... Oui, quand on reprend... Allez-y. Pour moi, c'est pas du révisionnisme, dans le sens où Kadhafi a été accusé d'avoir bombardé son peuple, c'est des mots assez forts, et c'est des propos qui ont été démentis par l'ambassadeur de France à Tripoli à l'époque. Et je me rappelle très bien d'un passage télévisé où justement, comment il s'appelle, Éric Zemmour, apportait la contradiction à Bernard-Henri Lévy sur ce point précis, et Bernard-Henri Lévy avait lui-même utilisé le terme de révisionniste à propos de Éric Zemmour. Alors écoutez-moi, est-ce qu'il a bombardé son peuple? Non, le problème c'est que, il a été institué
un non-survol de zone. Donc ce n'est pas les avions qui sont décollés. Mais la colonne de chars arrivait. La colonne de chars arrivait. Deuxièmement, l'ambassadeur en Libye, je le connais très bien, il s'appelle François Gouillette à l'époque, il m'a jamais dit, il n'a jamais tenu des propos de ce type. Kadhafi, qu'on le veuille ou non, n'était pas un type qui était très tendre avec son peuple et a éliminé à longueur de temps. Ça justifie pas l'ingérence, et on le sait très bien de toute façon, c'est juste qu'il posait d'autres problèmes. Je vous arrête, il y a quand même une résolution des Nations Unies qui a été bafouée intégralement. Attendez, dans laquelle ni les Russes ni les Chinois ne se sont opposés. Donc le problème d'ingérence, il y a un système international qui s'appelle le Conseil de sécurité, et vous ne pouvez pas parler d'ingérence de ce type. Que l'on n'ait pas vu les conséquences du fait qu'on dégage Kadhafi, ce qui allait se passer après, je vous l'accorde. Alors justement, la décision à l'ONU a été prise sur la base d'un rapport qui contenait 70 témoignages d'exactions faites par qui auraient été commises par les forces de Kadhafi contre la population. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'on remet à l'ONU un rapport qui est complètement expurgé de tous les témoignages. Donc on ne sait pas en fait. La décision a été prise. Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire autre chose. C'est-à-dire que ceux qui ont remis ce rapport, ceux qui ont créé ce rapport, c'est la Ligue des droits de l'homme libyens, c'est le Conseil des droits de l'homme libyens. Eh bien, les gens de ces deux organismes se sont retrouvés au gouvernement après, une fois la chute de Kadhafi. Donc, les gens qui ont fourni les témoignages, ce sont les gens qui ont récupéré les postes politiques de gouvernance après. Ouais, ça, ils ne le savaient pas encore, au passage, parce que peut-être qu'ils allaient y laisser leur peau. Il ne faut quand même pas oublier ça. Non. Je crois que vous simplifiez trop la chose et que vous rejugez une situation en 2015 par rapport, on était en quoi, en 2010, je ne sais plus à l'époque quelle était l'année de l'intervention. Et donc à l'époque, dans ce qu'il remontait, etc., c'est que effectivement Kadhafi allait totalement écraser la révolution, entre guillemets. Ça, c'est clair. C'est la même chose qui devait se passer, qui a failli se passer dans d'autres endroits, qui s'est passé à Bahreïn, aidé par l'Arabie Saoudite, qui s'est passé en Syrie au début, parce que le gouverneur qui a massacré les gamins, qui a été débarqué ensuite par Bachar, mais c'est ça, c'est-à-dire, on avait des États, on réprime, d'abord. C'est ce qui s'est passé en Algérie, et ce qui ne s'est pas passé en Tunisie, parce que Moubarak s'est barré et que le chef de l'armée lui a dit « je ne marche pas », mais Kadhafi était parti pour, de toute façon, nettoyer la chose. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Que des gens aient apporté des témoignages qui sont douteux, c'est possible. Je n'en disconviens pas, laissons ça aux historiens. Mais vous ne pouvez pas juger, je dirais, la faute, si faute il y a eu, en 2015 par rapport à 2010, dans ce qui montait et la certitude de ce qui allait se passer. Mais le titre de votre ouvrage, c'est La Nation ou le chaos, et quelque part, l'Occident a joué le chaos dans tous ces pays-là. Non, mais attendez, moi je vous parle de la France. En matière de politique étrangère, je suis pour une politique étrangère indépendante, mais ça ne veut pas dire que même en étant indépendant, on ne puisse pas se gourer. Il ne faut pas se tromper. Parce que vous savez, aujourd'hui, comme me dit un ami assureur, l'avenir est devenu incertain. Et donc, il y a tellement de paramètres, vous ne savez pas toujours où ça peut aller. Hein, ça, c'est clair. On s'est trompé, par exemple, sur Bachar, où on vous disait partout que dans 15 jours, il serait dégagé. Ben, il y a encore. Bon, et il va falloir peut-être en tirer les conséquences. Bon, de ce côté-là, ça a été une faute. On s'est peut-être, certains chefs, des princes qui les gouvernent, se sont je dirais, intoxiqués. Bon, de la même manière, sur l'Iran, vous ne pourrez pas avoir la paix là-bas si vous n'avez pas l'Iran. Il ne faut pas simplement, je dirais, montrer la peur du nucléaire. Il faut aller au-delà. Il y a un réel problème nucléaire qui n'est pas le problème nucléaire de l'Iran en soi. C'est le problème de la prolifération. Ça, c'est un réel problème. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de craintes dans la région, c'est que si effectivement ils ont la bombe, à ce moment-là, l'Égypte voudra la bombe, la Turquie voudra la bombe, sans doute l'Arabie Saoudite, etc. Mais Israël, par exemple, ils ont 200 têtes nucléaires, ça c'est les bonnes bombes, ça. Non, pas forcément. Alors, bien sûr, mais je l'ai dit moi-même à l'ambassadeur d'Israël en disant, vous me dites que vous serez l'État qui jamais, il disait, je serai l'État qui jamais, Israël ne sera jamais l'État qui introduira la bombe au Proche-Orient. J'ai dit, il ne faut pas exagérer, faut peut-être pas exagérer. Bon, mais il y a une différence entre l'Iran et effectivement Israël, c'est qu'Israël, comme le Pakistan et l'Inde, n'ont pas signé le traité. Les Iraniens l'ont signé, ils ont même signé le protocole. Si, c'est une réalité. Je ne dis pas le contraire. Bon, ils ont signé le protocole additionnel, ils ont signé le protocole additionnel, mais ils ne l'ont pas ratifié. Protocole additionnel, etc. Et donc,
le problème, c'est le problème du contrôle et du seuil. À mon avis, ils veulent aller au seuil. Bon, et ils y sont pas tout à fait, mais ils veulent aller au seuil. Et ensuite, il y a l'idée de savoir en combien de temps ils passeraient du seuil à la réalisation. Chirac lui-même avait dit, c'est pas le problème de la bombe en soi, c'est le problème de ce qui peut se passer aux alentours. C'est que dans le jeu nucléaire, même si l'atome rend sage, dixit Gallois, et que vous avez par exemple entre le Pakistan et l'Inde, ça a baissé d'un cran depuis qu'ils ont tous les deux des bombes. Mais ça, c'est dans du bilatéral en chien de faïence. Personne ne sait, même si moi j'ai fait un rapport en disant que peut-être on pourrait trouver des solutions en disant d'accord, vous attendiez ce seuil, on vous admet dans le club et on cadenasse. C'est-à-dire on vous donne un strapontin et on cadenasse. Parce que la bombe iranienne, dans l'objectif des Iraniens, c'est une bombe puissance, pour marquer la puissance de l'Iran. Mais ce que l'on ne sait pas, et ça il faut être modeste, c'est qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir des 5 plus 1 ou 2 à la marge, on a les 5 et 20 à la marge. Là, on ne sait pas, c'est-à-dire 20 puissances qui auraient la bombe. Est-ce qu'on n'est pas déjà à 5 plus 10 déjà? Non, on n'est pas à 5 plus 10, on est à 5 plus 3. Mais après, est-ce que c'est pas un peu hypocrite quelque part? Parce qu'on voit que c'est un club très fermé, en fait, où tous les gens qui possèdent la bombe font tout leur possible pour que personne ne rentre dans ce club, alors que eux la possèdent, et qu'en plus, ce sont des pays... Tiens, c'est des propos tiers-mondistes, ça. Non, mais c'est tout à fait vrai. Bah oui, alors, moi je revendique, il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Non, mais laissez-moi finir, parce que au final, quand on regarde les pays qui possèdent la bombe, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, ou Israël, c'est quand même les pays qui, au XXe siècle et depuis des centaines d'années, ont commis le plus d'exactions, le plus de guerres illégitimes, etc. Alors que l'Iran, au cours des 200 dernières années, n'a attaqué absolument militairement aucun pays. Donc en réalité, l'Iran est un pays beaucoup plus pacifiste que la France, l'Angleterre, les États-Unis ou Israël. Mais eux ont le droit d'avoir la bombe et l'Iran n'aurait pas le droit. Alors je vais vous dire une chose. L'histoire est injuste, cher ami, vous n'en êtes pas aperçu. Et justement, est-ce que c'est pas à nous de faire en sorte que ça change? Attendez. Entre ça change et je dirais la nouvelle donne internationale, c'est pas vous ni moi qui allons le faire, même en sautant sur votre chaise. Hein? Bien. Donc il faut que vous compreniez une chose, c'est que aujourd'hui, on a effectivement, et c'est ce que j'avais plus ou moins mis en avant dans l'étude que j'ai faite, notamment avec mon ami Jean-Michel Boucheron, Parti Socialiste qui est plus député, sur la nécessité de retrouver un nouvel ordre nucléaire. Bien. Le TNP, tel qu'il est rédigé, est un traité asymétrique et quelque part inégal, dont acte. Le problème, c'est que il a permis de stabiliser, je dirais, les relations internationales. Et ne jamais oublier, l'autre jour, dans le débat sur la défense, les écolos de service ont présenté un amendement pour supprimer les crédits de la force de frappe. C'est-à-dire supprimer la force de frappe. Et je leur ai dit, c'est un amendement criminel. Pourquoi? Parce que dans le cas de la France, si vous supprimez la force de frappe, vous mettez nos forces conventionnelles en concurrence directe avec des États qui peuvent avoir 100 fois plus de forces conventionnelles. Donc vous créez les conditions asymétriques du chaos. Tandis que, avec le nucléaire, vous rétablissez. Joue pas au con, parce que je peux t'en mettre une. Tu as peut-être plus de capacité que moi de me tuer, mais moi j'ai une capacité seulement pour te tuer. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance destructive. Bon, mais ce que vous posez est un problème réel. Et donc, il y a une autre solution, c'est qu'effectivement, dans le TNP, il est dit qu'on devrait aussi aboutir à un monde sans nucléaire. Mais le monde sans nucléaire est sans doute, en termes de guerre, 10 fois, 100 fois plus dangereux que ce monde actuel. Asymétrique, inégal, parce que à ce moment-là, ce sont les gros bataillons, les forces armées conventionnelles, des très gros bataillons qui l'emporteraient. Donc on peut se réjouir qu'un pays... Un pays, par exemple, pacifiste comme l'Iran puisse avoir accès à la bombe. Oui, le seul problème, je vais vous dire, c'est que, vous prenez le cas de la Chine. La Chine, empire du milieu, Chongo, n'est jamais sorti de ses frontières réelles, mais a toujours quand même essayé de protéger ses nationaux à droite et à gauche. Bien. Le problème dans la vie des peuples, on l'a vu pour nous, vous l'avez dit, on l'a vu pour les Américains, c'est l'hubris. Il y a un moment, les peuples disjonctent. Ça est, le peuple allemand a disjoncté à un moment.
Bien. Le peuple français, quand il portait la civilisation partout, au nom de la civilisation française soi-disant supérieure, hein, relisez les textes de Jules Ferry, qui sont très instructifs à ce propos, hein, vous vous dites, avec le recul, vous dites, bah, c'est pas mal, tiens, il était quand même un peu culotté. Bon. On peut même se dire que ça n'a pas vraiment changé finalement. Et donc, si, ça a changé sur un point sérieux, c'est que nous n'avons plus en tête des conquêtes militaires. Alors que le cas, c'était le cas avant. Nous n'avons plus, nous, Français, en tête des conquêtes militaires. Non, c'est bien pour des matières, premières. Mais non, même en vieux, vous en êtes resté à la canonnière. Pour ce qui est aujourd'hui, je dirais, de contrôle des matières premières, premièrement, on les achète et parfois on les contrôle plus. Les Chinois eux-mêmes ont des difficultés, etc. Donc c'est pas aussi simple que vous le dites. On n'est plus à la fin du 19e, il ne faut quand même pas exagérer. Donc c'est vraiment des guerres humanitaires désintéressées alors. Non. Mais non, alors écoutez, là je crois qu'il faut prendre des cours, hein, je vous le dis très carrément. mais je comprends pas. Mais si, aujourd'hui. Pour garder les territoires. Mais non, le problème, les guerres qui ont été faites, les guerres qui ont été faites, que vous le vouliez ou non, elles sont différentes. L'affaire du Mali, l'affaire de la Centrafrique, je suis désolé, c'est à la demande de ces États-là et c'est pas autre chose. Donc, sur le deuxièmement, Mali, le président qui nous a demandé d'intervenir, il a été mis au pouvoir 2 semaines avant les élections par un coup d'État. Mais il n'en demeure pas moins. Non, mais attendez, ce n'est pas. Mais non, ce qui est facile, c'est ce que vous dites. Non, c'est ce que vous dites. C'est inexact. Il est arrivé par un coup d'État ou pas ? Vous avez ici, je dirais, une demande d'un État qui est un État. Bref, que le gouvernement ait été arrivé de telle manière, mais il y en a tellement dans le monde, vous pouvez à ce moment-là, vous savez, si vous parlez et que vous agissez uniquement qu'avec les États élus démocratiquement, on ne va pas parler à grand monde. Hein. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez là un phénomène que je connais moi depuis 30 ans, qui est la montée du radicalisme islamique, que vous le vouliez ou non. Et ça, ayant été en poste en Afrique, je sais de quoi je parle. Boko Haram, pour moi, c'est pas une surprise. C'était déjà le cas des Aoussa qui massacraient les chrétiens depuis longtemps. Donc, que vous le vouliez ou non, on ne peut pas se permettre d'avoir, je dirais, et ça fait être le cas, de l'installation de djihadistes à Bamako et qui irriguaient dans le monde. C'est la même chose qu'avec Daesh. Ce qui ne veut pas dire, je vous l'accorde, qu'il faut se mettre dans une croisade. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être beaucoup plus sioux que ça. Il faut être beaucoup plus sioux que ça. Si je peux me permettre quand même, parce que le Mali a été déstabilisé effectivement par des djihadistes, mais c'est les soi-disant alliés il y avait le problème des Touaregs. Comme le Qatar, et oui, parce que là c'est la promesse faite par la France il y a longtemps, au MNLA. Mais sinon, c'est quand même le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont envoyé des financements en Afrique du Sahel. Mais je vous ai dit dès le début tout à l'heure. Et deuxième chose, il y a la conséquence de l'intervention française en Libye, qui ont fait qu'il y avait notamment des mercenaires maliens qui se battaient pour Kadhafi, qui sont repartis au oui. 20 ans. Alors, on récapitule. Un mouvement lourd. Ouais, attendez, oui, mais le lourd, le problème des fusées et autres, c'est hors course maintenant, parce que on ne se sert pas de fusée comme on se sert d'une Kalachnikov. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'il y ait eu duplicité d'un certain nombre d'États du Proche et du Moyen-Orient. Oui, moi-même, je l'ai dénoncé très tôt. 2, qu'on n'ait pas vu les conséquences du fait qu'on sorte Kadhafi du système et qu'après, on a le vide, on a la balkanisation. Mais il n'en demeure pas moins que l'affaire du Sahel, il y a plusieurs conflits qui se sont regroupés. Vous avez d'une part le problème de la rivalité entre, je dirais, le pouvoir central de la capitale au Mali et ensuite l'affaire des Touaregs, qui n'est pas nouvelle. Alors ça, pour en avoir discuté avec des gens qui très, très proches de ce dossier-là, les revendications des Touaregs, ils avaient fait une liste il y a 10-20 ans, il y avait 15 points, 20 points, 25 points. Les 3/4 étaient réglés par Bamako, c'est-à-dire qu'il y avait encore des problèmes par rapport. Oui, mais le problème c'est qu'ils tendaient. Le problème c'est que vous le vouliez ou non, c'est la même chose avec les Kurdes aujourd'hui. À terme, ils voulaient avoir un État. À terme. Et là, ça, c'est tout un tas d'États, c'est la remise en cause des frontières. Vous savez, l'intangibilité des frontières en Afrique, qui a été posée par l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, c'est une réalité. Mais le problème, c'est savoir comment ça se fait. Moi, je ne crois pas à l'intangibilité des frontières. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des moments où on est obligé de prendre la réalité en face. Que ce soit la Crimée ou des choses comme ça, il y a des moments où il ne faut pas aller, je dirais, il ne faut pas camper sur son dogme, etc., intangible. Il y a le principe de réalité. Mais
Le drame, c'est que là, c'est la peur de tous les États qui voient leurs frontières se déliter. Vous avez le même problème avec les Kurdes. Aujourd'hui, quand vous lisez la presse américaine, ils disent pourquoi pas un État kurde. Enfin, on voit monter des réflexions orientées ou venant de chercheurs qui ont le droit de s'exprimer. Mais quand vous vous apercevez après de l'impact que ça peut avoir dans la région là-bas, vous ouvrez la boîte de Pandore. Tout à fait, ben, on a vu les cartes du remodelage du Grand Moyen-Orient qui ont été... Vous savez, au Moyen-Orient... Dès 1982, en fait, le projet tel qu'il est aujourd'hui, il était exposé. Oui. Donc on peut se demander si tout arrive vraiment par hasard, en fait. C'est pour ça qu'on est aussi un peu méfiant. Il faut nous comprendre. Départissez-vous de l'affaire du complot. Mais les mêmes causes... C'est pas un complot, ce sont des documents... Non mais attendez, moi je vais alimenter la thèse du complot sur un point. C'est pas un complot, c'est des documents qui ont existé, qui sont... Non mais attendez, ce qui se passe, c'est que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous avez au Proche et au Moyen-Orient, vous avez la guerre, etc., c'est une guerre civile, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, et vous avez ensuite des minorités ethniques qui... parce qu'il y a eu une intervention américaine, se sont révélés, le Kurdistan irakien est en quasi-autonomie, mais souhaitent garder un lien avec Bagdad parce qu'ils s'aperçoivent quand même que, ils ont du pétrole, mais les autres aussi. Et donc il y a un problème d'équilibre, de développement, et ils parlent une langue qui est légèrement différente quand même des Kurdes, des Turcs. Donc et puis Barzani, je crois qu'il s'appelle, celui qui est responsable des Kurdes irakiens, il est assez proche d'Israël, il me semble. Enfin, ils ont des intérêts géopolitiques différents finalement entre les Kurdes de Syrie, les Kurdes de Turquie. Oui, mais d'ailleurs les Israéliens dans tous ces conflits sont d'une très grande prudence. Et ils savent pourquoi, ils ont raison. Bon, mais ce qui est certain, c'est que ces cartes du Proche-Orient qui ne sont pas vieilles, elles sont nées du traité de Sèvres, des choses comme ça, de la fin de l'Empire ottoman. C'est 1916. Oui, non. Les accords de Sykes-Picot, c'est Sykes-Picot, mais la carte en elle-même, c'est après la guerre. C'est après la guerre. Donc, il est clair que de ce côté-là, à l'échelle, quand vous prenez la carte historique du Proche et du Moyen-Orient, vous voyez que ça a quand même bougé. Le problème, c'est comment ça bouge et dans quelles conditions, c'est-à-dire comment on est capable de régler un certain nombre de problèmes en mettant tout le monde d'accord. Parce que, c'est ce que je disais récemment en commission d'affaires étrangères, il y a des interlocuteurs étrangers. Si on a aujourd'hui au conflit du Proche-Orient, comme au Mali, on a une guerre transnationale, privée avec Al-Qaïda, Daesh, tout ce que vous voulez. Si vous surajoutez à ça un conflit interétatique, alors là je ne sais pas où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que notre objectif, il faut qu'on ait une politique autonome, qu'on analyse bien les choses. On a beaucoup d'experts qui connaissent bien la région et qui vous tiennent grosso modo le même langage, en disant, on a effectivement un problème de terrorisme, mais il ne faut pas non plus, je dirais, mettre tout le monde dans le même sac. Il faut savoir jouer. Et puis parler, la faute, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas rompu les relations diplomatiques, mais fermé notre ambassade à Damas. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur. On parle en diplomatie, parler avec des amis, c'est facile. Mais parler même avec, je dirais, la diplomatie, elle est faite pour parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et puis surtout que la Syrie nous aidait beaucoup, les services syriens nous aidaient beaucoup. Ah, ça, je sais pas. La lutte antiterroriste. Ça, je sais pas. D'accord. D'après certains, en tout cas. Donc on a pas mal digressé parce qu'on était parti quand même de l'immigration, et effectivement on arrive à ces sujets qui sont connexes, il faut bien le reconnaître. Donc sur un de vos chevaux de bataille, c'est aussi la laïcité. Oui. Donc vous êtes très ferme là par rapport à tous les signes religieux. Je veux dire pourquoi. Mais juste fini. Allez-y. Et après vous me répondez. Et en fait j'ai regardé votre blog sur à peu près tout ce que vous avez écrit depuis 2013, 2014, 2012 même un peu. J'ai regardé votre page Facebook, j'ai lu votre livre. Et en fait je m'aperçois que vous êtes absolument opposé aux signes religieux dans la vie publique, que ce soit à l'école ou dans les mairies, etc. Mais en fait, j'ai remarqué que ce n'était pas tous les signes religieux, c'est exclusivement les signes religieux musulmans. Parce que vous ne parlez jamais des problèmes des crèches, par exemple, dans les mairies, ou vous ne parlez jamais des chandeliers de Hanouka qu'on voit, des immenses chandeliers à 7 branches de Hanouka qu'on voit pour Hanouka, par exemple, sur la place de l'Opéra ou de la Bastille.
Et ça revient toujours en fait à Alors, un problème Hanouka, avec les signes musulmans. Non. Moi, c'est l'impression que j'ai eue vraiment en non, lisant alors, vous savez, c'est très simple. vos écrits. Pour moi, la laïcité, c'est une règle de vie. Bon, c'est clair. Il est clair que si des intégristes catholiques revenaient au pouvoir, je serais le premier à être brûlé. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est bon. Et qu'on a aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas, je l'ai dit encore hier dans un débat sur une chaîne nationale, il ne faut pas dire que je suis contre que la religion ne fait pas partie de la sphère publique. Ça, c'est idiot. Vous n'allez pas raser Notre-Dame, vous n'allez pas raser la Grande Mosquée, elle fait partie. Le problème n'est pas là, c'est mal. Là, c'est un problème de vocabulaire et il faut s'en méfier. Ce que je conteste et ce que je combattrai, c'est que la règle religieuse vienne contrôler l'espace public. C'est tout à fait différent. Mais la laïcité, c'est pas l'ennemi des religions. La laïcité, c'est tu as ta religion, j'ai ma religion ou je n'en ai pas. Et je ne veux pas être emmerdé par ta religion dans l'espace public. C'est-à-dire que tu ne vas pas me balancer à la tête, etc. Mais il s'agit, moi si on m'invite dans une mosquée, j'y vais. Notamment au Mali, je suis rentré dans la belle mosquée de Tombouctou. Hein, je peux vous dire, j'en garde un souvenir, c'est une très belle mosquée, etc. J'ai même quitté mes chaussures comme tout un chacun. Bien, je suis allé dans des synagogues, etc. Au moment où on m'invite, j'y vais. Mais c'est pas moi qui va dire je veux que vous m'invitez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas renverser. Alors, le problème, alors je ne savais pas qu'il y avait sur la place publique, je ne sais pas, sur les symboles judaïques, je l'ignorais, ça je ne sais pas. En revanche, quand je vois la mairie de Paris annoncer le ramadan et faire l'iftar à la mairie de Paris, je dis où va-t-on? Il n'invitera pas le curé à dire viens, on va fêter Noël. C'est là où il y a un problème. Mais ça veut dire que par exemple l'année prochaine, maintenant que vous êtes au courant qu'il y a des chandeliers, vous le dénoncerez de la même manière que vous dénoncez aussi je m'en étonnerais. Paris. Je m'en étonnerais. Mais à Paris, aussi l'objet visiblement, d'une il y a de temps en publication temps, sur votre blog. Bon, il y a des moments, ce n'est pas... Hier, dans le débat que j'ai eu sur Europe numéro 1, pour ne pas la nommer, j'avais en face de moi un sénateur très sympathique, Vincent Delay, qui me dit « J'organise le dialogue interreligieux ». J'ai dit « Pardon ? C'est pas ton boulot ». C'est pas ton boulot. Que le dialogue interreligieux se fasse et qu'ils invitent le maire à cette occasion, oui, etc. Bon, quant aux crèches, vous savez, c'est du mythe, etc. Il y a des traditions, etc. Puis je voudrais insister sur un point précis. Les fêtes que l'on dise religieuses en France ne le sont pas. Ce sont... Qu'est-ce que c'est que Noël? Vous savez ce que ça veut dire Noël? Ah, vous allez nous le dire? Ben oui, c'est étrange que vous ne le savez pas. No, la racine no, nouvelle, c'est du grec. Hélios, c'est la nouvelle lumière, c'est le solstice d'hiver. C'était l'ancienne fête du soleil chez les païens. Moi je suis un mécréant et c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que la nature reprend ses droits et voilà, c'est la même chose. Ensuite il y a les fêtes de l'équinoxe à Pâques, etc. Quant au 15 août, la Vierge de Marie, c'est une vieille fête celtique de Luc. Mais il y a un moment, il faut apprendre votre histoire, les gars. Pas vous en particulier, mais je vous le dis à la vos rigueur, amis. peu importe, maintenant c'est autant culturel. Ce sont religieux. maintenant des fêtes du calendrier républicain, comme la fête nationale, point barre. Et quand certains qui me disent qu'il faut rajouter une fête hébraïque, non, débrouillez-vous, vous avez des fêtes, etc. Maintenant que vous faites ce que vous voulez avec votre religion. Donc, il est clair qu'il faut éviter, je dirais, vous savez, l'ennemi des religions, vous savez ce que c'est? C'est les religions elles-mêmes, c'est l'intégrisme religieux. Parce que vous prenez le catholicisme, vous prenez le judaïsme, vous prenez l'islam. Vous avez souvent autant de religions catholiques que vous avez de curés, autant de lecture du Talmud que vous pouvez avoir de rabbins ou d'intégristes, et chez les islamistes, ça j'en suis certain, il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. Bon, vous pouvez avoir moi j'ai rencontré par exemple Tayed, le Cher d'El-Azhar, je peux vous dire que c'est un homme ô combien pondéré, etc. Alors, qui parle d'ailleurs le français un peu. Et j'ai rencontré ensuite des djihadistes. Ah bon, vous avez rencontré des djihadistes? Oui, des salafistes, pardon, je me corrige, des salafistes. Est-ce que vous les avez vus alors? Ok. Vous avez des salafistes piétistes, El-Nour, qui participaient, qui sont des piétistes. C'est des gens qui ont une interprétation un peu assez littérale des textes. Littérale, mais ça veut pas dire rigoriste, mais piétiste, c'est-à-dire
et puis vous en avez 5 écoles, ou 3, selon les exégèses, et puis vous avez le djihadiste. Le djihadiste qui va prendre la peau et qui va vous tuer, vous mécréants, parce que vous avez une sale gueule. Oui, bah, ça existe dans toutes les religions. Donc le problème, il est là. Donc ce qu'il faut et qu'on évite, nous, politiques, c'est que on laisse la règle religieuse prendre le dessus sur la règle votée par le Parlement. Et c'est ça qu'on doit. Alors on a fait une faute. On a fait une faute parce que, il faut bien voir, la laïcité, qui a été le rapporteur de la laïcité, vous le savez les gars. Aristide Briand, très pondéré, très, je dirais, modéré. Que vous citez d'ailleurs. Que je cite, oui, etc. Et il est clair, et même Clémenceau, qui était un bouffeur de curé, lorsqu'il y a eu, notamment à Versailles, des gens qui ont défendu leur évêque, etc., sur les biens d'église, il a levé le pied. Il a dit, ça ne vaut pas un mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a quand même trouvé un équilibre. Mais, parce qu'on a laissé entrer des gens qui sont des cultures, la grande faute, vous savez, le patronat, il va vous dire, et là c'est une pique que je leur dis, il me faut des esclaves pour travailler. Donc je fais rentrer. Mais c'est qu'il oublie une chose, c'est que les hommes sont d'abord des cultures. Sont d'abord, je dirais, ils portent avec eux leur patrie, leur culture. Et donc, c'est pas simplement une force de travail, comme dirait Marx. Ce sont des gens qui viennent avec leur culture. Ils sont rentrés sur le sol national avec leur culture. Et donc, on n'a pas su leur enseigner quelles étaient les règles de la société française. On a refusé parce que c'était trop compliqué. On voulait pas de vagues, surtout pas de crainte. On était dans le post-68 art, chacun fait comme il veut, et c'est l'individualisme forcené. Donc, tout ça s'est combiné, et on est dans la mouise aujourd'hui. Vous parlez de déchéance de nationalité pour les djihadistes, et c'est tout à fait votre droit, vous avez le droit d'émettre ces... Par contre, vous ne parlez absolument pas des gens qui s'enrôlent dans l'armée israélienne, qui vont commettre des crimes de guerre en Palestine. J'ai fait un projet de loi... dont on sait, parce que c'était publié sur le site de l'ambassade israélienne, que Tsahal recrute à la grande synagogue de Paris. Ils l'ont publié eux-mêmes. Alors je vais vous dire, ça me choque profondément. Et mais pourquoi vous n'en parlez pas dans votre livre? Vous parlez que des djihadistes, mais jamais des criminels de guerre. Je suis désolé. J'ai fait c'est que vous êtes mal renseigné. C'est que j'ai fait une proposition de loi pour interdire à tout citoyen français d'aller combattre dans une armée étrangère. Sauf que, avec Israël, nous avons un accord. Bah, il faut faire sauter cet accord, alors c'est pas possible, on ne peut pas avoir un 2 poids 2 mesures. On a, en matière, il est dit, on avait ça avec les Américains, que tout individu français qui va faire son service, un franco X, franco Y, qui fait son service militaire dans une armée étrangère, c'est-à-dire qui s'engage, est réputé avoir fait son service militaire chez nous. Et ça, ce sont les accords qui existent. Donc qu'il faille y réfléchir, je ne suis pas contre. Et je le dis, j'ai été choqué quand effectivement aujourd'hui, en disant français, enfin il ne dit pas français, il dit juif, vous n'êtes pas en sécurité chez nous, allez, venez en Israël. Ça me choque profondément. Moi, je ne connais pas de Français juifs, je ne connais pas de Français musulmans, je ne connais pas de Français athées, je ne connais pas de Français catholiques, je ne connais que des citoyens français.